Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période quelque peu trouble et difficile qui, à certains égards, nous rappelle à notre propre condition, mais aussi à notre vulnérabilité. Euh, la vie est vulnérable et c'est aussi dans ces moments-là que l'on s'en rend le plus compte. J'espère aussi que la lecture de mon article vous aura plu, ou du moins qu'elle aura suscité votre intérêt pour la philosophie. En tout cas, vos remarques personnelles en message privé me touchent énormément. Bon, juste avant de répondre à vos questions, j'aimerais rebondir un peu sur quelques-unes de vos remarques qui m'ont été faites, notamment sur la position que je tiens dans l'article. Alors, pour clarifier un peu les choses, il ne s'agissait pas là essentiellement de mon opinion personnelle, puisque je pense que tout le monde s'en fout un peu de mon opinion personnelle, mais surtout de confronter certaines lectures, certains points de vue qui pouvaient être faits sur ce sujet-là, donc sur la condition humaine à proprement dite, à partir des lectures que j'ai faites de Schopenhauer. Euh, il s'agissait aussi de percer un peu à jour la pensée de Schopenhauer qui est, je trouve, assez mal compris généralement, ou du moins qu'on fait passer un peu pour ce qu'il n'est pas. Parce que, bon, certes, il est vrai qu'il est pessimiste et qu'il a une grande présence, qu'il a une grande présence dans son texte du nihilisme, mais toutefois, Schopenhauer s'inscrit dans une époque qui est marquée justement par ce profond pessimisme et par ce profond mal du siècle commun aux romantiques, mais aussi il est avant tout avant-gardiste, puisqu'il va, en passant de Schopenhauer à Heidegger, Sartre, mais aussi quelque peu Nietzsche, mais aussi dans la littérature avec Ionesco, Beckett, toute cette, toute cette question de la souffrance et de la condition humaine va être débattue, ou du moins présentée dans la littérature, mais aussi dans la philosophie. Et je trouve ça intéressant, du moins, de d'abord se fonder sur la lecture de Schopenhauer, qui fut en quelque sorte le premier des nihilistes, pour ensuite peut-être lancer un peu le débat là-dessus. Mais voilà, là, pour résumer, il ne s'agissait pas de mon opinion personnelle propre, même si elle figurait quelquefois dans l'article, puisque je me permettais à certains égards, avec toute l'humilité nécessaire, de critiquer la lecture de Schopenhauer, notamment sur la négation de la volonté de vivre. Mais voilà, il s'agissait avant tout de, de, comment dire, de comprendre le monde actuel à partir de ce que Schopenhauer a écrit. Voilà. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, peut-être bien ou peut-être mauvais, ça je vous laisserai en juger, mais la volonté y était en tout cas. Voilà, donc voilà pour cet éclaircissement. Concernant les questions, je vais répondre d'abord à une première question qui demande qu'est-ce que le nihilisme. Alors, c'est une question assez vaste dans le sens où elle implique plusieurs réponses. Je vais essayer d'être un peu succinct dans ma réponse, parce que je trouve que c'est quand même une notion clé pour comprendre non seulement le 19e siècle et le 20e siècle, mais aussi notre monde actuel. Euh, alors, si on prend la définition du Larousse, euh, quand on tape nihiliste, nihilisme, elle est la suivante. Nihilisme, tendance révolutionnaire des années 1860, caractérisée par le rejet des valeurs de la génération précédente. C'est intéressant, on va revenir sur cet aspect-là de la définition un peu plus tard. Mais la définition continue avec la négation des valeurs intellectuelles et morales communes à un groupe social. Le nihilisme est refus de l'idéal collectif de ce groupe. Alors, c'est intéressant puisque là, la définition donnée au nihilisme, c'est le refus de la morale. En quelque sorte, c'est le refus de toute norme, le refus de tout simplement
de la vie, de la société, de tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qu'il est nihiliste aujourd'hui, on voit tout de suite un peu le punk ou la personne dark qui refuse les normes, la société, qui refuse la morale, les valeurs. Alors, c'est aussi intéressant de voir que ça n'a pas toujours été le cas. Et notamment, si on regarde l'évolution non seulement linguistique du mot, qui a eu plusieurs définitions, mais aussi la définition philosophique, sa définition, son évolution philosophique. Alors, je vais l'expliquer un peu en deux temps, c'est-à-dire d'abord chez Schopenhauer et ensuite pour voir un peu comment elle s'exprime dans la pensée de Nietzsche. Chez Schopenhauer, le nihilisme, c'est assez simple. C'est la négation de la volonté de vivre, ou du moins la négation tout simplement de la volonté, de l'essence qui nous caractérise. Autrement dit, et pour ceux qui ont lu l'article, voilà, je vous réfère un peu à tous les désirs, à toute cette expression des désirs. Pour Schopenhauer, étant donné que notre vie est caractérisée par la volonté, et donc par le désir, que ce désir est l'expression du manque, nous désirons quelque chose parce qu'il nous manque, ou du moins nous désirons ce que nous n'avons pas. Et cette fuite en avant, cette fuite, cette expansion de l'être est signe de souffrance chez Schopenhauer, parce que chez Schopenhauer, les désirs se confrontent, s'annulent, et en ce sens, elles créent souffrance et malheur. Si je ne satisfais pas mon désir, alors je souffre. D'autant plus je souffre si mon désir n'est pas accompli à cause de l'autre. Et c'est là on retrouve énormément de pans, ne serait-ce que pour expliquer du moins le racisme, par exemple. Le racisme n'est rien d'autre peut-être que la peur que mon désir se confronte au désir de l'étranger. Bref, chez Schopenhauer, puisque le désir est souffrance, alors il faut nier le désir. Mais c'est difficile, puisque vivre, c'est désirer. Vivre, c'est justement aller de l'avant. C'est justement cette expansion de l'être, ce projet, comme décrivait bien Sartre. Donc, si nous supprimons le désir, nous supprimons la vie. Et c'est en ce sens que la pensée de Schopenhauer est nihiliste. Je vais vous lire un passage de Schopenhauer dont le Perercat est Paralipomena, donc dont l'édition de Robert Laffont. Pour ceux qui l'ont ou qui l'empruntent, c'est à la page 295, où il écrit justement « Si nous nous détournons de la contemplation du monde dans son ensemble, et surtout de la rapide succession des générations humaines, de leur éphémère vie apparente, pour observer en détail la vie humaine comme la comédie la représente à peu près. L'impression qu'elle nous fait est comparable à la vue, à travers le microscope, d'une goutte d'eau pullulant d'un fusoir ou d'un petit tas de sirop invisible à l'œil nu, dont l'activité empressée et les luttes nous font rire. » Et il continue. Notre vie est de nature microscopique, c'est un point invisible que nous traversons à travers les deux fortes lentilles du temps et de l'espace, et que nous apercevons en conséquence à la suprême grandeur. C'est là absolument nihiliste, dans le sens où il nie justement cette volonté de vivre, et plus précisément d'ailleurs, à réduire l'existence humaine au microcosme, c'est-à-dire l'homme, la vie humaine ne mérite presque pas d'être vécue. Et en ce sens, c'est la première définition du nihilisme, une définition qu'on qualifie de moderne. Et puis il y a la définition de Nietzsche, qui là est une définition qui se contredit, ou du moins qui se complète par rapport à celle de Schopenhauer, avec celle de Schopenhauer, pardon. Dans le sens où on va revenir dans le sens où le nihilisme n'est pas la négation des valeurs,
mais au contraire l'affirmation des valeurs. Tout simplement, revenons sur la définition du Larousse. Sur la première partie du Larousse, il est dit c'est la tendance révolutionnaire caractérisée par le rejet des valeurs de la génération précédente. Et c'est là le mot génération précédente qui est le plus intéressant. C'est-à-dire, chez Nietzsche, le nihilisme, c'est le fait de croire en des idéaux. Parce que je crois en un idéal, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Le propre de l'idéal, c'est qu'il n'existe pas. L'idéal, ce sont des idées. Donc, c'est quelque chose que l'on aspire à ce qu'il existe, mais qui aujourd'hui n'existe pas. Donc, c'est se projeter sur un futur ou sur l'au-delà. Donc, croire en l'idéal, c'est justement refuser le maintenant, c'est refuser le présent. Et en ce sens, c'est absolument antinomique et absolument contraire à la définition que nous avons aujourd'hui du nihilisme, puisque, comme je le disais au début, le nihilisme aujourd'hui, c'est ne pas croire en des valeurs, c'est refuser les valeurs, c'est refuser la morale. Alors que Nietzsche dit absolument le contraire. Est nihiliste celui qui croit en la morale, est nihiliste celui qui croit en Dieu, est nihiliste celui qui croit aux normes, aux valeurs et surtout en un idéal, qu'il soit religieux, métaphysique ou même un idéal humaniste. Par exemple, Nietzsche va s'attaquer aussi aux philosophes des Lumières, que ce soit Kant, Montesquieu, Diderot ou même Voltaire, en disant que justement les philosophes des Lumières ont un idéal, celui de la démocratie, celui des valeurs naturelles de l'homme et des valeurs émancipatrices, même si c'est bien sûr contestable, dans le sens où il développe tout de même toute une pensée qui va légitimer ensuite la colonisation. Mais là, Nietzsche dit bien que justement, croire en ces valeurs, c'est justement nier l'homme tel qu'il est. Donner une définition à l'homme, une définition idéale et essentialiste, c'est nier l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, pour résumer, tout idéal est nihiliste. Tout idéal est nihiliste. C'est intéressant. Et c'est en ce sens que il est révolutionnaire. Il est révolutionnaire, Nietzsche, dans le sens où il va balayer autant la religion, dans son livre La généalogie de la morale, mais il va aussi balayer tous les idéaux qu'on dit humanistes, dans le sens où elle nie le présent, elle nie le hic et nunc pour un au-delà, pour un futur, pour un idéal. L'idéal, c'est l'illusion. Voilà ce que dit Nietzsche. Et dans le sens où il y a une critique du platonisme qui est très stricte, c'est-à-dire on préfère le monde de l'intelligible au monde du sensible. Le monde du sensible est ainsi nié dans cette perspective de la croyance, de l'idéal. Bref, pour résumer, en quelque sorte, le nihilisme a énormément évolué dans son aspect définitionnel, et notamment avec Nietzsche, qui marque, on va dire, la philosophie postmoderne, et dont Sartre, bien sûr, et Heidegger vont s'en inspirer. Je vais vous mettre aussi la vidéo, le lien de la vidéo de Luc Ferry qui explique très bien aussi, qui revient un peu sur le nihilisme chez Nietzsche et qui l'explique sans doute beaucoup mieux que moi en beaucoup moins de temps. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez un peu mieux compris ce qu'était le nihilisme chez Schopenhauer ou encore chez Nietzsche. Et vous souhaite à tous de bien vous porter.